Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous, malgré la concurrence de Pablo Servigne et Aurélien Barraud. Vous n'allez pas le regretter, j'espère. Alors, le thème de ce débat est « Je mange donc je suis », philosophique, nourriture et santé terrestre. Alors, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, puisqu'on mange 3 fois par jour. Anthony me disait hier que je crois que sur une vie, ça fait 80 à 100 000 fois. C'est considérable. Donc, c'est un sujet vraiment tout public. Et c'est un sujet évidemment très politique, puisqu'il mêle l'environnement et notre bien-être personnel. Donc le thème de ce débat n'est pas une question, comme vous l'avez remarqué. Donc il n'y aura pas vraiment de controverse, puisqu'on est à peu près tous d'accord qu'il faut bien manger, mieux manger, moins manger, plus bouger. D'ailleurs, on nous le répète un peu trop souvent, manger, bouger. Donc en fait, c'est plutôt un éclairage qu'on va essayer de vous apporter ici, avec des recommandations par 2 spécialistes que je vais vous présenter tout de suite. Et le thème, donc je mange, donc je suis, j'ai envie de le transformer un petit peu, puisque à l'issue de notre discussion d'hier soir, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis ce que je mange. C'est-à-dire que j'ingère en moi des aliments. Il n'y a pas que l'air que je respire. Les aliments que j'ingère me constituent, deviennent des cellules que je transmets ensuite à mes enfants, ce qu'on va appeler l'épigénétique, c'est-à-dire, en fait, on est fait des cellules de notre environnement et de nos parents, et donc ça se répercute sur plusieurs générations, j'ai appris hier. Donc je suis ce que je mange. Si je dis des bêtises, il faut m'arrêter, Anthony. Non, mais moi j'aime bien rajouter, je suis ce que je décide de manger. Oui, mais évidemment, puisque je ne mange que ce que je décide de manger, j'ai envie de dire. Mais on y reviendra. Ok. Donc voilà, donc c'est un acte éminemment politique que de manger. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons 2 personnes, et non 3 comme initialement prévu, mais c'est très bien, puisque tous 2 sont extrêmement complémentaires et qualifiés. Alors donc sur ma droite, en jaune, Anthony Berthoud et Pierrick Deronne à côté de lui. Donc Anthony Berthoud est nutritionniste, mais c'est aussi un ancien triathlète qui a travaillé comme enseignant à l'école polytechnique de Lausanne, nos voisins, et qui a été sportif de haut niveau avant de connaître un choc de santé qui l'a fait shifter. Il va nous raconter ça. Et Pierrick Deronne a longtemps travaillé dans la coopération internationale, notamment en Afrique, avant de prendre un magasin Biocoop, donc à Annonay en Ardèche, pas très loin, et finalement de prendre la présidence du mouvement Biocoop. Et donc je crois qu'aujourd'hui vous dirigez encore 3 magasins. Voilà, donc on a un commerçant et un praticien de la nutrition. Et donc je vais vous demander tous les 2 de compléter votre biographie et de nous dire pourquoi le livre pour lequel vous êtes présent ici, que je vais décrire alors peut-être très brièvement auparavant. Donc Pierrick Deronne, c'est Bien manger pour vivre mieux, manifeste pour un monde plus bio et plus juste, aux éditions de l'Aube. Et donc c'est un premier livre. Et pour Anthony, nous avons plusieurs livres sur sa table. Celui-ci est le 5e, je crois. Du bon sens dans notre assiette, ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et donc le tout dernier paru est une somme considérable chez Duno sur une version encyclopédique de celui-ci qui est grand public. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié d'important dans la présentation que j'ai faite de vous et pourquoi avez-vous écrit ce livre-là et qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ce livre-là dans l'ordre alphabétique, tiens. C'est pour moi alors. Non, je crois. Pardon. Ah bon Non, mais si. Oui. Ouais, c'est ça. Il fallait bien trancher. Ouais, ok. Non, tu as, je pense, présenté l'essentiel. Merci pour la présentation. Donc, je suis nutritionniste. Peut-être préciser que quand on parle de nutrition, on a une vision très orientée sur la santé individuelle, et ce qui est normal puisque c'est notre métier de départ. Mais aujourd'hui se jouent d'autres enjeux qui sont essentiels en matière d'alimentation et notamment sur l'approche écologique. C'est-à-dire, quand on parle de moyen et long terme, on a souvent l'horizon 2050, de se dire finalement quel modèle résilient on peut proposer au niveau alimentaire qui concilie bien évidemment des enjeux de santé individuelle, mais aussi des aspects écologiques, géopolitiques, et finalement essayer de trouver un modèle convergent qui soit en fait le plus adapté à nos objectifs des décennies à venir. Donc ça, c'est aujourd'hui pour moi le cœur de mon sujet. Et j'aime bien parler d'approche systémique de l'alimentation, parce qu'on a en fait des experts dans le monde de la nutrition, on a des experts dans le monde de la toxicologie. Ça aussi, c'est un aspect qui est souvent occulté, c'est-à-dire que quand on parle d'aliments,
on pense souvent aux nutriments et moins malheureusement aux contaminants, en tout cas aux molécules qui peuvent être véhiculées par l'aliment. C'est-à-dire que quand vous croquez dans une pomme, eh ben, vous allez croquer aussi potentiellement des résidus de biocides, de contaminants qui seront présents dans l'air. Et on ne peut pas en fait distinguer l'un par rapport à l'autre. On croque un aliment avec son ensemble et on a des experts sur l'approche nutritionnelle, écologique, pardon, mais on a rarement un regard transverse. Et pour moi, c'est ce qui est la priorité aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on mange des aliments et on mange ni des nutriments, ni des contaminants, ni des convictions écologiques. En fait, on mange un ensemble, quoi. D'où ce livre? Pourquoi ce livre? Alors, celui-ci ou l'autre? Celui-ci. Ouais. Les deux sont très liés. De toute façon, je dis souvent, c'est le petit frère de l'autre. C'est-à-dire que l'autre est la... Donc, ça s'appelle le traité de la pleine santé par l'alimentation durable, donc nutrition, écologie et évolution. C'est-à-dire poser à plat toutes les croyances nutritionnelles qu'on peut avoir en tentant d'être le plus objectif possible sur la base des données scientifiques les plus récentes. Donc c'est surtout un travail de recherche bibliographique, scientifique, pour essayer justement d'extraire un peu les croyances qu'on peut avoir en matière d'alimentation. Et Dieu sait si elles sont nombreuses quand on parle de gluten, quand on parle de véganisme, quand on parle de cétogène, si c'est des termes qui vous parlent ou autres. En fait, les gens sont un peu perdus. Donc l'idée, c'est de poser à plat tous ces éléments-là, de les relier à des aspects, encore une fois, écologiques, de biodiversité. Et donc ça demande du développement. Et donc ce livre, Du bon sens dans notre assiette, c'est effectivement de se dire concrètement quel modèle alimentaire moi je peux appliquer au quotidien, tout en tenant compte en fait des aspects écologiques et de santé individuelle, parce que c'est bien sûr essentiel, quoi. Donc il y a une forme de guide. Oui, en tout cas, l'idée c'est de poser un constat qui n'est pas forcément très optimiste, mais surtout de montrer quelles solutions on peut avoir. Ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'on parle d'écologie ou de nutrition, de santé individuelle, les solutions sont les mêmes. Donc ça, c'est très rassurant. Et on peut les appliquer très facilement. Exactement. Simplement, ça demande de nous extraire de nos habitudes, nous extraire aussi parfois de certains modèles sociétaux, et c'est pas forcément très simple. Donc ça demande une vraie démarche active, d'où cette notion de « je suis ce que je décide de manger ». Sans parler de militantisme, c'est juste de se dire, effectivement, à un moment donné, je choisis en fait mes filières, je choisis mes aliments, je choisis de prendre soin de ma santé, tout simplement, parce qu'on peut développer autour de l'activité physique, de la gestion du sommeil, de la gestion des émotions, qui sont des éléments, tu parlais d'épigénétique. On ne va pas tout développer. Voilà, j'ai tendance à être bavard. On va lire le livre. Okay. Merci Anthony. Pierrick, donc tu te définis comme commerçant. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'important dans ta biographie, parce que c'est plus que commerçant? Oui, en fait, bonjour à toutes et à tous déjà. Ce qui me mobilise en fait dans ma démarche professionnelle au sens général, c'est la coopération. C'est-à-dire que je pense qu'on a des défis aujourd'hui, dans l'avenir, qui s'annoncent, qui ne pourront se résoudre que par la coopération, c'est-à-dire mettre autour de la table des personnes qui ont des intérêts divergents de court terme pour les dépasser et amener de la vision de long terme et défendre une vision commune qui, voilà, donc si je parle un peu de Biocoop, on a effectivement des paysans, des salariés, des consommateurs, des magasins autour de la table, et quand on parle de prix avec le monde agricole, c'est pas simple. C'est pas simple, encore plus dans un monde comme aujourd'hui où le prix en bio baisse de manière assez forte. En tout cas, l'écart entre le conventionnel et le bio baisse. Mais du coup, comment on arrive à continuer à faire de l'équité, du commerce équitable dans un marché où ça tire vers le bas, et donc pas reproduire ce qui a été fait dans le marché classique de l'alimentation, c'est-à-dire la guerre des prix, etc. Voilà. Donc là, il n'y a que le fait de se parler plutôt que de s'affronter dans des boxes de négo. Il vaut mieux se parler et expliquer nos intérêts réciproques et construire un avenir meilleur fait d'équité effectivement et d'alimentation durable, que les paysans continuent à nous produire des bons produits, bons pour notre santé, bons pour la société, et qu'on ait moins de paysans qui se suicident régulièrement aujourd'hui à un monde agricole qui soit très en souffrance. Donc voilà, moi c'est ce qui me mobilise. Et donc ce livre est une réflexion déjà sur ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui sur notre alimentation, comment on s'est déconnecté de cette alimentation, avec notamment dans l'agriculture cette notion de productivisme. C'est
c'est une philosophie, c'est un fonctionnement économique. Le productivisme, c'est quelque chose qui a été posé après-guerre, qui a été certainement très utile les premières décennies, mais qui nous a emmenés dans le mur et qui s'est accompagné de la notion de consommateur, d'hyperconsommation et donc de la naissance de la grande distribution. Et cette convergence de ces deux mouvements ont fait la situation actuelle où on est déconnecté des réalités de l'agriculture. On a mis les abattoirs les plus loin possible des gens, le plus loin possible de notre quotidien. On a beaucoup de difficultés avec la mort, avec les animaux, avec tous ces sujets-là. Et une consommation de produits ultra transformés, enfin, on y reviendra, mais on s'est complètement à la fois facilité la vie, etc. Et donc, tout le sujet, c'est comment on sort de ça, qu'est-ce que la bio promet là-dedans, quelle est la promesse de la bio, et pourquoi elle connaît un plafond de verre très visible aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas On va y revenir. à engager la transition alimentaire qu'on souhaiterait voir advenir. Merci. Alors, j'ai oublié de me présenter très rapidement. Donc, Sophie Caillat, j'ai fondé une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Faubourg. Et j'ai 2 auteurs ici à Livre en Marche. Il y avait Heidi Sévestre hier et aujourd'hui Rémi Knafou. Et donc, c'est une maison d'édition que vous pouvez découvrir en librairie. Et je vous invite à aller voir mon site éditiondufaubourg.fr. Donc, on va rentrer dans le dur avec ce constat terrible sur l'obésité. À l'échelle mondiale, bon, c'est encore pire qu'en France, je crois, mais l'obésité a doublé en 15 ans entre 75 et en une génération entre 75 et 2000, et en fait, elle est en train de prendre le même chemin, elle est encore en train de doubler pour atteindre finalement 15% de la population mondiale qui est obèse et 40% en surpoids. Alors, je crois que les 40% s'ajoutent aux 15. Non, ça l'inclut. Ça l'inclut. Ouf. Bon, enfin, donc le problème est absolument majeur. Et surtout, ça cause des décès, puisqu'en fait, l'obésité, c'est une maladie chronique qui a énormément de conséquences dans l'organisme et qui cause donc 8% des décès précoces. Et on assiste donc un peu à ce que donc Jean-David Zetoun, médecin gastro-entérologue qui devait être avec nous aujourd'hui mais qui n'a pas pu se joindre, appelle le suicide de l'espèce. Alors c'est quand même hyper violent parce qu'on n'a pas spécialement de vocation à se suicider, on n'est pas venu sur Terre pour ça, et pourtant c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Alors, Anthony, j'ai découvert en te lisant que c'est encore pire que ça. C'est qu'en fait, le diabète, qui est le corollaire, disons, de l'obésité, qui a quadruplé depuis 1980, en fait, a des conséquences extrêmement nombreuses, comme par exemple les maladies auto-immunes, Alzheimer, la maladie de Lyme dont tu as été victime, le Covid long, etc. Donc en fait, est-ce que tu peux rapidement, sans nous faire pleurer ni quitter la salle, c'est un vrai défi, je vais surveiller, nous dire à quel point la nutrition aujourd'hui est en train de faire que l'espèce se suicide d'une certaine manière? Je note pour le défi. L'idée, c'est pas de vous plomber le moral, mais effectivement, en fait, toutes les pathologies, puis on peut rajouter le cancer, on peut rajouter les maladies inflammatoires chroniques, elles ont un point commun, c'est qu'on est dans des vases communicants avec une part de prédisposition génétique et une part qui est liée à notre environnement, et notamment notre alimentation. L'épigénétique, on en a touché juste un mot, simplement pour situer cette définition, c'est l'effet de l'environnement, au sens large, sur l'expression de vos gènes. Et pendant très longtemps, on a considéré que l'information génétique, elle était figée, un petit peu comme, je donne souvent l'exemple du roman, de la première lettre de la première page à la dernière lettre de la dernière page. Vous avez un roman qui est écrit, et on s'est dit pendant très longtemps que c'était une forme de déterminisme génétique, et on s'est rendu compte que ce que nous léguaient nos parents, en fait, c'est un plan détaillé à partir duquel, en fait, on va construire notre propre histoire de santé. Donc il y a toujours une part de génétique, mais il y a une part de comportement au sens de l'environnement, qu'on parle d'alimentation, d'activité physique, je disais tout à l'heure de gestion des émotions, de stress chronique, ou en tout cas d'aspects psycho-émotionnels, d'exposition aux contaminants ou autres. Et toutes ces pathologies ont donc une part variable entre ces
Ces deux principaux facteurs, mais surtout, elles ont un point commun, c'est l'existence de ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, c'est-à-dire que c'est une inflammation qui est latente, qui est pernicieuse, qu'on ne va pas forcément objectiver lorsque vous allez voir votre médecin. Il va vous faire doser des marqueurs comme par exemple la CRP qui va déterminer une inflammation aiguë. Là, on est dans une inflammation un petit peu comme une plante qui va pousser, qui va s'enraciner au cours du temps, et à un moment donné, on va avoir une expression de la pathologie, mais cette inflammation se sera installée au cours du temps, et elle est très liée encore une fois, à notre comportement et en particulier à notre alimentation. Et effectivement, quand on prend les prévalences, c'est-à-dire l'augmentation des statistiques, on va dire, de populations touchées dans le monde, on n'est pas du tout dans un schéma qui est réjouissant. On parlait d'Alzheimer qui explose, comme le diabète de type 2 en particulier. Alzheimer est de plus en plus considéré comme une maladie insulino-résistante, c'est-à-dire on parle de diabète de type 3 parfois, et ça c'est très très lié encore une fois à notre mode de vie, dont l'alimentation. Et quand on y rajoute des aspects comme l'évolution de la démographie, le vieillissement de la population, donc on est à peu près, alors je m'exclus encore pour l'instant, mais 500 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde, on a une projection à 1,5 milliard et une espérance de vie en santé, espérance de vie sans aller plus loin, qui a tendance à évoluer positivement dans beaucoup de pays. Au niveau occidental, on commence à avoir une stagnation, mais on a surtout une espérance de vie en bonne santé qui, elle, a tendance à diminuer dans les pays occidentaux. En France, par exemple, on est à peu près 62 ans et demi chez les hommes, statistiquement, et 64,9 chez les femmes. Il y a quelques années, on n'a même pas les tout derniers chiffres. Donc ça veut dire qu'on est de plus en plus sur la planète, on est de plus en plus à vivre plus vieux, on vit malheureusement pas forcément en meilleure santé, et notamment dans ce delta entre l'espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie, ce qui fait que toutes ces pathologies évoluent, et certains détracteurs vont vous dire oui, mais c'est lié à l'évolution de la démographie. Puisqu'on est de plus en plus de personnes vieilles, c'est normal qu'on ait de plus en plus de personnes malades. Et par oui ailleurs, et non. on se soigne de mieux en mieux et on guérit de plein de choses. Voilà, mais donc, non. Non. Et aujourd'hui, on a heureusement des outils statistiques qui nous permettent de montrer que, indépendamment de l'évolution des technologies, indépendamment de l'évolution de la vieillesse au sein de la population, on a effectivement un impact de notre mode de vie sur ces prévalences. Et je vais même un peu plus loin, c'est-à-dire que quand on se dit qu'on a des traitements, des technologies, et elles sont très bien, il ne s'agit pas du tout de les remettre en question, je pense à l'aspect médical, bien entendu, qui réduisent en fait l'incidence de ces pathologies. Donc la question, c'est si on n'avait pas ces évolutions, quel serait l'état réel en fait de la santé des populations? Eh ben, elle serait encore pire que ce qu'on a. Donc c'est pas des éléments qui s'opposent, c'est des éléments au contraire qui se rajoutent, qui sont très complémentaires. Ça va, vous êtes encore là? Ouais. Bon. Alors, dans un monde idéal, tout le monde mangerait bio, cuisinerait et mangerait local et mangerait pas trop et serait en bonne santé. Et là, Pierrick, on est bien d'accord pour dire que le bio n'a pas tout à fait la cote en ce moment. Pour des raisons alors de prix, même si tu dis que la bio baisse, mais c'est peut-être que le reste augmente aussi, de confiance dans le label et pour des raisons qu'on n'identifie pas tout à fait, mais sur lesquelles on va revenir après, notamment de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que, tu disais, c'est très intéressant, les gens qui rentrent dans un magasin bio sont un peu les mêmes qui rentrent en librairie, c'est-à-dire c'est un peu vous, en fait. Et donc, où sont les autres et pourquoi poussent-ils leur caddie au supermarché et comment se fait-il que tout le monde ne fait pas ses courses à la Biocoop? Oui, c'est une question assez vaste. Donc, il y a effectivement des éléments de marché. Alors, si on en vient à la question de la Biocoop, c'est Vincent Chabot qui a beaucoup travaillé sur les librairies et qui a un sociologue qui a travaillé sur ce sujet-là et qui a expliqué que seulement 50% des Français osaient rentrer dans une librairie. Et donc on l'a fait intervenir au conseil d'administration de Biocoop et il a fait un parallèle un petit peu. Alors, on n'a pas d'études statistiques sur les magasins spécialisés bio, mais en tout cas de se dire que effectivement consommer bio et consommer spécialiste bio, il y a un objet culturel derrière. Et c'est vrai que Biocoop est né et a grandi grâce aux profs, voilà, et toute une génération Télérama France Inter, en gros.
Donc ce mouvement-là, il existe toujours, il est présent. Il y a eu une forme de démocratisation du bio qui, dans la grande distribution, etc., qui a pu amener des gens, mais ces gens-là sont plus volatiles. On voit bien aujourd'hui que c'est les gens qui ont abandonné leurs achats bio dès qu'il y a eu une difficulté d'achat et d'inflation, sont partis acheter d'autres choses où on réduit les choses. Et dans le livre, je dis aussi que on a 20% de nos très bons clients qui gagnent moins de 1 200 € par mois. Donc c'est bien que, alors c'est pas une représentation de la société en général, hein, évidemment qu'il y a plus de gens qui ont les moyens qui rentrent, mais beaucoup de gens font cet effort supplémentaire pour consommer bio, et j'espère en tout cas consommer Biocop, qui est un peu plus loin, en tout cas la bio, une bio projet de société qui va un peu au-delà. Et donc toute la question là, c'est pourquoi aujourd'hui ça stagne. C'est parce que je parlais tout à l'heure de l'émergence de l'hyperconsommation. Tant le modèle agricole productiviste a créé l'agriculture biologique, avec des gens qui se sont opposés à ça, et qui ont dit non, nous on va faire un autre modèle agricole. Dans l'hyperconsommation, on a vu la naissance du consommateur citoyen qui, dans les années, d'abord en mouvement d'idées, dans les années 70-80, s'est monté en association de consommateurs, et Biocop est né de ça, hein. Des gens qui se sont mis dans des garages pour partager des grands sacs de riz, des cartons de vin, et les gens faisaient 2 heures de route pour aller trouver des produits bio, les ramener et les partager. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, le constat que je fais, c'est qu'on fait porter sur ce consommateur citoyen l'ensemble de la transition bio, de la transition alimentaire et donc de la bio à l'intérieur. C'est comme cet hiver, la transition énergétique, c'était la politique gouvernementale à ce moment-là pour... C'est des pulls. Voilà, mettez des pulls à col roulé, réduisez le chauffage. Donc oui, ça a un impact, 10%, je crois, hein, que ça a été chiffré à 10% d'économie énergétique, mais est-ce que ça en fait une politique globale de transition? Voilà. Et donc là, on est un peu dans la même situation dans le bio. C'est-à-dire que oui, il y a l'impact de l'inflation, oui, il y a une défiance ou une méfiance dans le label, on sent que c'est compliqué et qu'il faut réaffirmer ce que c'est. Oui, il y a des acteurs économiques qui sont en difficulté, mais surtout, ce plafond de verre est dû au fait qu'on laisse le marché faire et on laisse le consommateur seul face à ses choix, et qu'il faudrait une convergence d'achat incroyable pour que l'ensemble des consommateurs individuellement opèrent à une transition collective. On voit bien que c'est compliqué et qu'il y a besoin de beaucoup plus que ça. Mais si on doit faire un petit mea culpa sur les labels et la confusion, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est plus difficile pour le consommateur de s'y retrouver ou de payer le prix nécessaire? Je pense qu'il y a déjà une première chose, c'est que, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si mes collègues seraient complètement d'accord avec moi, mais la bio a connu 10 ans de croissance. Donc, et de croissance à 2 chiffres, voilà. Et donc les acteurs économiques du monde agricole jusqu'au magasin se sont un peu embourgeoisés. Ouais. Sont un peu endormis, et donc la notion de lutte et de combat s'est un peu estompée avec le temps. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, c'est gagné. Et moi, j'entendais ça, hein, c'est gagné, les consommateurs ont compris ce qu'était le bio, etc. Et tout doucement, la notion d'alimentation bio a glissé. Une dynamique d'alimentation bio qui est tournée vers la biodiversité, c'est-à-dire que voilà, c'est la santé des sols qui fait l'agriculture biologique, c'est tout un écosystème vertueux on est devenu du conventionnel sans pesticides. Oui. Et dans l'esprit des consommateurs en général, le bio, c'est du conventionnel sans chimie. Et comme il est disponible aussi en grande surface, finalement, pourquoi faire le détour par un magasin différent? C'est ça. Et en plus, les gens se sont dit, tiens, c'est le même label sur mon producteur de miel local que sur le Choc-à-Pic bio. Donc, quelle est l'histoire qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on raconte derrière ça? Donc, un produit ultra transformé peut être labellisé bio, mais voilà. Et donc, et oui, on a perdu un petit peu la saveur. Alors, merci pour cette transition, parce que justement, je voulais que Anthony nous développe ce mot terrible de AUT, les aliments ultra transformés, qui sont un peu un cauchemar, puisque j'ai appris que finalement, donc on n'est pas dans un monde idéal où tout le monde mange bio et cuisine, on est plutôt dans un
Homo modernus, décrit dans ton livre comme un individu qui passe de son lit à ses chocs à pic, de ses chocs à pic à sa voiture, de sa voiture à son bureau, puis mange un petit plat préparé réchauffé en 5 minutes au micro-ondes, remonte dans sa voiture et va manger des chips devant la télé. Donc ces aliments ultra transformés, qui ne sont pas forcément les chips, mais qui sont certains plats préparés, très préparés, est-ce que tu peux nous en dire plus sur leur côté un peu machiavélique et qu'est-ce qui fait qu'en fait on n'est plus vraiment dans ce qu'on appelle des aliments, quoi, à la fin? Ouais, alors machiavélique, je ne sais pas s'il irait jusque-là. J'exagère. Ouais. Et puis, j'ai pas parlé de choc à pic. J'ai parlé... C'est vrai, ouais. J'ai rebondi. C'est un lien. Donc, peut-être, je peux me permettre, avant juste de rebondir sur cette leçon de label bio, en 2 minutes, parce qu'on a souvent une confusion entre l'aspect nutritionnel et le label bio. Le label bio, c'est un label avec un cahier des charges, avec une obligation de moyens. Ça veut dire que le producteur, il ne va pas utiliser d'intrants chimiques, ou en tout cas, ça va être largement plus cadré que dans le conventionnel. Et ce que nous donnent les méta-analyses, c'est-à-dire les études scientifiques qui ont plus de poids qu'une étude, puisqu'elles regroupent l'ensemble des résultats, c'est qu'effectivement, en moyenne, dans le monde, alors c'est très disparate en fonction de la géographie, du type de sol, en fonction des pays, etc. Mais globalement, on a 75% de pesticides en moins dans un fruit ou dans un légume bio versus conventionnel. Ça ne veut pas dire que les 25% restants sont bons ou, entre guillemets, sont plus intéressants que les autres, mais voilà, c'est une grande donnée, une grande tendance qui est intéressante à avoir. Mais surtout la question de se dire, est-ce que c'est meilleur nutritionnellement parlant? Parce qu'en fait, quand on parle de santé et de bio, on parle d'intrants chimiques et on parle effectivement de nutrition. Et comme tu le dis sur une marque de céréales soufflées ou votre paquet de gâteaux ou de gâteaux apéritifs, vous pouvez trouver exactement les mêmes aliments ultra transformés en magasin bio. Non seulement ils vous coûteront plus cher, certes vous aurez moins de pesticides, mais nutritionnellement vous serez dans un produit qui pourrait être très peu qualitatif. Et là on parle des produits bruts, mais non pas des AUT, donc des aliments ultra transformés. Ce que nous disent ces méta-analyses, c'est que globalement, quand vous croquez dans une pomme ou dans une tomate bio, vous allez avoir à peu près 2/3, alors c'est très statistique quand je dis ça, c'est fortement nuancé, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, vous avez 2/3 de polyphénol en plus. Les polyphénols, ce sont des composés qu'on appelle un petit peu de manière réductionniste des antioxydants, mais en tout cas c'est des composés qui sont très bénéfiques pour notre santé. Et pourquoi on constate cette différence? Tout simplement parce que quand votre plant de tomate ou votre pommier il a été exposé aux agressions environnementales, on parle de stress biotique sur la sécheresse, sur le manque, l'excès de chaleur, le manque d'eau, etc., les attaques parasitaires, il a dû apprendre à se défendre. Et les polyphénols sont des composés de défense, en fait, contre ces agressions. Donc quand vous croquez dans votre tomate qui a été agressée, eh ben, vous avez plus de composés de défense par rapport à la plante de tomate au plant de tomate qui a été cultivé hors sol avec des fertilisants, avec tous les pesticides nécessaires ou autres. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de constater que les polyphénols viennent aussi nous agresser au niveau cellulaire. Simplement, on développe des capacités d'adaptation, c'est-à-dire que c'est un principe dit d'Hormèse, je ne vais pas rentrer dans trop de techniques, qui est que le stress peut être positif. On le voit souvent comme quelque chose de négatif. Or, c'est la base de l'adaptation, c'est la base de l'évolution. Et donc, ce stress va nous permettre de nous renforcer dans notre système de défense et notamment au niveau immunitaire. Et donc contre les pathogènes auxquels on va être confronté. Donc pourquoi je parle de tout ça? Pour voir que quand on parle de solutions convergentes qui sont les mêmes, en fait quand on raisonne de manière cohérente au niveau de la culture d'un végétal, là en l'occurrence on parle du bio, on a aussi des réponses qui sont cohérentes d'un point de vue nutritionnel. Et donc c'est ça qui au final est très rassurant. Et pour rebondir sur le côté des aliments ultra transformés, donc c'est effectivement tous ces produits que vous trouvez dans les grandes surfaces ou dans les magasins, même je dirais en rayon diététique, vous avez des aliments ultra transformés ou dans des magasins bio, quels qu'ils soient. Des exemples. Eh ben, les chocs à pic dont tu parlais, je parlais des gâteaux secs, mais même spécial cas au fitness, hein, c'est pas parce que c'est logoté pour la minceur que ça va être plus intéressant. C'est des aliments qui, je dis souvent les arbres à cornflakes, ça n'existe pas. Ou les fontaines à coca, ça n'existe pas. Voilà. On est dans de la simplification à outrance, mais c'est intéressant à retenir parce que en fait, ces aliments sont la résultante d'un ensemble de process agroalimentaires qui font qu'on a complètement dénaturé l'aliment. Et depuis quelques années, on va dire une petite décennie, on étudie de plus en plus l'impact de la déstructuration des aliments
sur la santé, indépendamment de la teneur en sucre, de la teneur en sel, de la teneur en graisse, qui ont été beaucoup étudiés, mais avec une vision assez réductionniste, c'est-à-dire qu'on étudiait chaque élément pris isolément. Et là, on ne s'est pas intéressé à la composition nutritionnelle en tant que telle, mais à l'impact du niveau de transformation sur effectivement les risques de pathologie qu'on a pu évoquer. Donc en France, Anthony Fardet l'a beaucoup développé. On a ce qu'on appelle l'indice NOVA. On a un certain nombre de publications qui convergent pour dire que cette déstructuration n'est pas bénéfique pour la santé. Juste vous donner une étude à ce niveau-là qui, pour moi, est très intéressante, qui a été publiée il y a 2 ans à peine, qui évoque la part sombre de l'alimentation. Ça, c'est la citation des auteurs. Et j'aime bien la citer parce qu'ils se sont amusés, entre guillemets, à évaluer le nombre de composés actifs qu'on avait identifiés et qu'on savait corrélés à un effet biologique ou physiologique particulier. Et donc, ils en ont recensé à peu près 150, ce qui est déjà très intéressant. Sauf que quand ils ont regardé l'ensemble des principes actifs végétaux qui avaient été identifiés dans toutes les bases de données, on avait plus de 49 000 métabolites végétaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît très très peu de choses de l'impact en fait, de la consommation des aliments sur la santé. Même si on pense le savoir pour beaucoup, on a encore tout un champ d'exploration, et notamment sur l'organisation structurelle de l'aliment. C'est-à-dire que vous allez avoir des phénomènes de synergie, c'est-à-dire que quand vous croquez dans votre pomme, eh ben, vous allez avoir peut-être un polyphénol avec un autre qui vont exercer un effet à eux deux qui est supérieur, et parfois des effets antagonistes, c'est-à-dire que vous avez des composés entre eux qui vont interagir pour peut-être limiter l'assimilation d'autres nutriments. Et ça peut être positif comme négatif, mais en tout cas, ça a un impact. Donc, le point commun de ces aliments ultra transformés, c'est qu'on a complètement déstructuré l'intégrité en fait, des aliments. Et avec ça, on a mis en mouvement, j'ai envie de dire, en tout cas, des effets potentiels qu'on n'a pas étudiés, ou en tout cas qu'on a peu étudiés pendant très longtemps. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est malheureusement loin d'être anodin. Donc le conseil tout simple de se dire je prends des produits qui sont bruts, alors on pourrait dire quel aliment brut, etc. On pourrait le développer. Mais effectivement, simplement avoir un aliment qui provient d'un plant, qui provient de la terre, un aliment qui est organisé structurellement, ça a son importance, même si on ne sait pas exactement pourquoi encore aujourd'hui. Alors on va venir maintenant aux causes de tout ça, comment on en est arrivé là, le manque de bon sens, les lobbies, l'aveuglement. Et j'ai envie de citer donc Thierry Marx, le chef qui signe la préface du livre d'Anthony, et qui dit finalement le low cost est une mascarade puisque ces aliments qui sont pas chers en apparence, on les paye 3 fois. On les paye quand on les achète, on les paye en sécurité sociale puisqu'ils nous rendent malades, et ensuite on les paye par nos impôts puisqu'il faut réparer les agriculteurs, le monde agricole en crise, et donc l'État est obligé d'aider ceux qui souffrent par ces aliments. Donc c'est très réjouissant. Et derrière donc ces histoires de santé, finalement, nous les citoyens, on est très sensibles et très au courant des enjeux environnementaux, par exemple, et ça va être une question pour Pierrick. On a quand même l'impression que les circuits courts, qu'il y a toute une agriculture paysanne qui est en train de revivre, et qu'on a de plus en plus de monde au marché, effectivement de paysans qui font de la vente directe, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que finalement, il y a encore des freins, alors qu'on a l'impression que localement, des choses se passent un peu partout? Déjà, je pense qu'il faut qu'on... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on est dans une salle de convaincus, de gens qui font l'effort d'eux, mais le post-Covid, le post-confinement a été une grande, grande déception pour l'ensemble des acteurs de la proximité et de la production locale. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens se sont rués vers les circuits directs, donc dans les fermes, sur les marchés, quand ils étaient ouverts. Les consommateurs ont repris des habitudes comme avant, et parfois même pire qu'avant. En tout cas, un retour au passé. Le monde d'après, on ne l'a pas vu. Oui, non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Le sujet de pourquoi on n'arrive pas à développer ces circuits courts, etc. Je pense que ça revient un petit peu à la question d'une forme de déconnexion, c'est-à-dire que comment on se réapproprie cette alimentation-là, le lien avec le monde agricole. Donc effectivement, les AMAP, au-delà de l'intérêt
économique, etc., c'est d'abord une question de réappropriation. C'est-à-dire c'est un contrat entre un nombre de consommateurs. Le paysan dit moi je peux nourrir dans l'année je sais pas moi, 50 familles, et ces 50 familles s'engagent à acheter chez lui, et bon, tant mieux si elles aiment les courges et les betteraves d'hiver et les choux. Et voilà, après, bon, dans le panier, on a toujours un peu la même chose, mais en tout cas, voilà, mais on touche du doigt exactement la question de la facilitation de la vie des gens et dans leur quotidien, dans leur réalité de quotidien. On a des cadres de vie qui font que, effectivement, prendre une demi-heure pour cuisiner le soir, pour certains, c'est compliqué, ou en tout cas, on n'y voit pas encore complètement l'intérêt individuellement. Et ensuite, le monde de la consommation, la grande distribution, elle a passé 60 ans à nous faciliter la vie en tant que consommateurs. C'est-à-dire que la question du plastique, c'est quand même une question qui est prégnante, mais le plastique, c'est fabuleux. En termes de quotidien et de confort, c'est fantastique. Voilà. Non, mais en termes de confort, c'est-à-dire qu'on a créé des systèmes d'emballage, on a pu allonger les circuits de distribution, gagner en hygiène, en efficacité, etc. Et là, on dit, il faut arrêter le plastique, il faut passer au vrac, et on demande aux gens de venir avec leurs 20 bouteilles vides, à pied. La notion d'effort, en fait. Voilà. Finalement, pour aujourd'hui bien manger, il faut faire un peu plus d'efforts. En tout cas, il faut revenir. Il faut remettre ça comme une priorité. Oui. Une priorité à la fois dans son quotidien et à la fois dans une prise de conscience collective que derrière notre alimentation, il y a toute une société. Oui, parce qu'on ne le dit jamais, mais en fait, la part consacrée à notre alimentation dans notre budget est infiniment moindre que ce que c'était dans les années 50. Alors, en revanche, d'autres budgets, comme les techs, se sont énormément développés. Et c'est l'élément d'arbitrage le plus facile. C'est-à-dire quand on a un peu moins de moyens, on mange des pâtes, quoi. On fait tous, et effectivement l'énergie, le logement, on ne peut pas arbitrer là-dessus, ça monte tout seul et on le subit. Voilà, donc ça fait partie des dépenses sur lesquelles on arbitre, et donc il faut quand même qu'on arrive à se questionner là-dessus collectivement. Mais parmi donc les causes de cette confusion du consommateur, il y a aussi un problème peut-être d'information, et là je vais revenir avec Anthony sur un passage de ton livre où tu dis... Tu listes un peu les questions. Est-ce que le sucre fait plus grossir que le gras? Est-ce qu'il faut devenir vegan? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Est-ce que jeûner est bon pour la santé? Le lait, les produits laitiers sont-ils nos amis pour la vie, etc. Finalement, on se demande avec tout ce qu'on nous dit si manger n'est pas devenu un peu un sport de combat. Et comment on s'y retrouve avec toutes ces contraintes qu'on doit arbitrer quand même 3 fois par jour. Oui, et c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille où, entre guillemets, on est pris à notre propre piège. Moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse à la nutrition. Je suis tombé dedans, entre guillemets, quand j'étais petit, et ce qui a fait que j'en ai décidé d'en faire mon métier. Et à l'époque, la nutrition était très marginale. C'est-à-dire que dès qu'on parlait de diététique ou de nutrition, on était regardé avec des gros yeux ronds. Voilà, on ne vous invitait pas à manger, surtout pas, voilà, parce que c'était qu'est-ce que je vais lui faire à manger Ça a évolué au cours du temps, et c'est très bien. Et donc, on a eu accès à de l'information, alors les nouvelles technologies, Internet, etc., qui fait que c'est un sujet qui est intéressé, c'est un sujet qui intéresse toujours, qui a une pléthore d'informations. Sauf que si on n'a pas le discernement et la connaissance initiale pour justement distinguer ce qui est de l'information parfois lobbyiste, et il ne faut pas se le cacher, dans le monde de l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui est présent, qui va aussi avoir des répercussions sur parfois des recommandations politiques. Si on n'a pas une connaissance de base sur les principaux nutriments, sur la façon dont on peut cuisiner, et ben effectivement, on va, et l'être humain veut ça un peu, on va forcément aller vers des solutions miracles. Et ça sera bien plus séduisant d'aller vous dire que vous allez faire un régime un tel qui va vous apporter monts et merveilles, que ce soit en termes de poids, de santé, de performance. Parce qu'effectivement, on a besoin d'une promesse, on a besoin d'un bénéfice. Et plus il est important, et plus on a envie d'y croire, mais en général, plus il s'éloigne de la réalité. Et c'est vrai qu'en fait, on a malheureusement très peu intégré l'éducation alimentaire dans les écoles. Qu'est-ce qui éduque nos enfants aujourd'hui à l'alimentation? Ce sont les publicités, donc ce sont les industriels. Quand les industriels ne rentrent pas eux-mêmes dans les écoles directement. Donc il y a effectivement une vraie lacune. On apprend les maths, on apprend le français, on apprend l'anglais, et c'est très bien,
Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, à l'instar de ce que tu évoquais tout à l'heure, on devient une partie de ce qu'on est en train de manger. C'est-à-dire que quand vous avez croqué dans votre pomme, à un moment donné, cette pomme, elle va constituer la membrane d'une de vos dizaines de milliers de milliards de cellules. Donc on est véritablement acteur au sens de ce qu'on décide d'ingérer et de mettre dans notre propre organisme. Et pour ça, il faut du discernement. Et quand je dis discernement, je m'entends, c'est le discernement par rapport à l'accès à l'information qui est pléthorique et qui est très souvent intéressé d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a une vraie cacophonie nutritionnelle, les gens sont complètement perdus et tout l'enjeu, et notamment du livre, c'est de se dire, OK, sur quoi on se base fondamentalement, ce qui sous-entend effectivement un minimum d'éducation, d'information pour comprendre en fait pourquoi vous allez manger tel ou tel aliment pour orienter vos choix et que vous soyez tout simplement non pas des libres mangeurs, mais que vous soyez autonomes dans vos choix alimentaires. Et ça, pour le coup, c'est un point qui, malheureusement, quand on regarde le fonctionnement sociétal, qui a été vraiment mis de côté parce qu'effectivement, on n'a plus le temps, ou plus exactement, on ne prend plus le temps parce qu'on le priorise sur d'autres aspects. Et il n'y a pas de jugement à ça parce qu'effectivement, on est dans une société où on n'a plus de temps pour rien. Sauf que si on... Oui, pardon. Oui, pardon. Non, mais justement, parce que c'est une transition parfaite avec la question que je voulais poser à Pierrick sur le Nutri-Score. Et après, on va revenir sur Yuka, auquel tu as participé. Mais donc, en termes d'information, il y a ce Nutri-Score qui est apparu, je ne sais pas quand, mais les dernières années, avec donc A, B, C, D, enfin voilà, feu rouge, feu vert sur les aliments. Quels sont les bénéfices et les effets pervers de ce dispositif ? Je ne sais pas comment on l'appelle. Un label ? Alors moi je vais pas avoir forcément un regard très nutritionnel parce que je pense que même les nutritionnistes sont pas tous d'accord, je pense, sur l'intérêt du Nutri-Score. Par contre, deux éléments derrière un label de transparence comme ça. Déjà, c'est que c'est efficace. C'est-à-dire que le Nutri-Score change le comportement d'achat des consommateurs. C'est vérifié, c'est-à-dire que dès que c'est en rouge, ça part à part le Nutella. Je pense que le Nutella s'en sort très bien. Mais on sent quand même qu'il y a des arbitrages qui sont faits en rayon. Et après, le deuxième élément, c'est que derrière ce type de labellisation, il y a un modèle agricole, il y a un modèle d'alimentation, etc. Et donc là, on a un enjeu qui dépasse un petit peu le Nutri-Score, qui est sur l'aspect nutritionnel, mais il y a l'idée de créer un éco-score ou un planet score. Alors nous, on défend beaucoup plus le planet score, mais en tout cas de se dire, quand j'achète un produit, quel est son impact sur la biodiversité, sur les pesticides, sur le bien-être animal, comment on le note de manière assez globale. Et donc, on peut avoir, derrière l'orientation d'achat des consommateurs, on peut avoir la défense d'une agriculture toujours très intensive, peut-être plus végétale, mais très intensive. C'est à peu près ce qui orienterait l'éco-score tel qu'il a été construit jusque-là. Hein. Et ensuite, il y a le Planet Score qui va donner une image beaucoup plus globalisante, globale, qui peut aller accompagner plus vers une agriculture plus extensive et des produits plus de saison, locaux, etc. Et donc, il y a toujours un enjeu politique derrière ce type de labellisation. Il n'existe pas encore le Nutri-Score, le Planet Score et le... Si, ça existe. Alors nous, on le met sur nos produits, mais pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance publique. C'est-à-dire que ça se discute à l'échelle française et à l'échelle européenne. Et à un moment donné, ils vont poser un cahier des charges et il y aura obligation ou pas de l'apposer sur les produits. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet qui concerne vraiment santé et alimentation. C'est-à-dire vers quoi on oriente l'acte d'achat individuel des consommateurs. Là aussi, c'est une très bonne transition donc, vers la question que je voulais poser à Anthony sur donc Yuka, cette application que vous connaissez peut-être où on scanne le code barre. Et Yuka, donc tu vas peut-être nous rappeler ce que ça inclut ou pas, a quand même des vertus. Et finalement, on se rend compte que Yuka, qui est une initiative privée, parfois est peut-être plus efficace pour orienter les choix des consommateurs qu'un label public, non ? Oui, en tout cas, il a été très impactant. C'est vrai qu'il y a plus de 40 millions d'utilisateurs aujourd'hui de l'application, donc c'est que ça fonctionne, ou en tout cas ça intéresse, même si les personnes ne vont pas forcément l'utiliser très longtemps, comme plein d'applications. En fait, on se rend compte que la durée de vie elle est assez courte. Pour rappel, l'indice Yuka va se référer donc en partie au Nutri-Score,
en partie à l'origine biologique ou non de l'aliment, et en partie aux additifs. Le problème de ces labels, et je pense que ce soit Nutri-Score ou par exemple Yuka, qui ne va pas intégrer la notion de transformation des aliments, ce que je vous disais, qui est pourtant un critère tout aussi important, j'ai envie de vous dire, que simplement la composition intrinsèque. La pomme, elle n'a pas de Yuka. Exactement. Donc, Yuka ne s'applique qu'à des produits industrialisés. Transformés. Donc en fait, on reste dans un schéma qui est de se dire je maintiens une consommation d'aliments transformés. Quand on a un label bio pour des céréales soufflées, on reste exactement dans la même logique. Et tant qu'on n'aura pas, je ne peux pas dire compris, c'est pas le terme, mais tant qu'on n'aura pas suffisamment conscience de l'importance en fait de respecter cette notion de matrice alimentaire, effectivement, on va toujours trouver des palliatifs ou des systèmes pour garder une habitude. Et c'est vrai que Yuka, il y a quelques années, notamment par rapport à Intermarché, comme plein d'autres marques, a généré la reformulation de 300 produits de MDD, de marques distributeurs. Mais pourquoi ? Simplement pour que ça réponde en vert au label. Le Nutri-Score, qu'est-ce que font les industriels ? Ils changent la formulation pour qu'on ait du A et du B. Mais il n'y a aucune réflexion systémique de fond sur la qualité intrinsèque des aliments et notamment sur le niveau de transformation. Donc, à trop vouloir simplifier, on finit souvent par tomber dans la caricature et cette caricature ne nous aide pas tant que ça parce qu'elle nous rassure en fait sur un choix alors que ce choix peut être fortement critiqué en tant que tel. Et c'est ça qui est délicat, c'est de se dire jusqu'où on va dans la simplification pour faciliter en fait l'information et entre guillemets l'achat, l'acte de consommer un aliment, mais à partir de quand on s'arrête au risque justement de déformer le message de fond. Et c'est pour ça que j'en reviens pour moi à la notion avant tout d'éducation, d'information qui va nous permettre en fait d'avoir ce jugement et cette discrimination nous-mêmes. On n'a pas besoin d'une application pour savoir quoi manger. On reste dépendant en fait exactement du même système et sans faire de parallèle, je le fais quand même du coup, mais c'est toujours cette logique de croissance infinie dans un système qui est fini. On sait parfaitement qu'on ne peut pas poursuivre un système de croissance dès lors qu'on a une biocapacité qui est limitée. Et vous le savez sans doute, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires au-delà du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre ou autres. Donc tant qu'on n'accepte pas en fait, de revoir le sujet de fond, on va toujours trouver des solutions pour se rassurer en fait, dans le même schéma. On parlait de confort, on a créé une société où effectivement on a tout à disposition. Et c'est l'histoire de Homo Modernus tout à l'heure, c'est que ça a apporté énormément d'avantages. Il ne s'agit pas de critiquer ou d'être dans la nostalgie de ce qu'on faisait avant, mais de se dire qu'il y a un travers à ça. Et notamment un travers biologique, c'est qu'on s'est totalement désadapté de l'environnement dans lequel on est. Ou en tout cas, on se désadapte très vite. Et la sédentarité en est un exemple très important, je pourrais vous en parler longtemps, mais ce n'est pas trop le sujet, la notion d'exposition aux contaminants également, et l'aliment avec la notion d'ultra-transformation et de bonne conscience d'aller acheter une mangue qui vient du Pérou, un avocat qui aura été effectivement mis sous cellophane en plastique pour pas qu'il soit confondu avec la même mangue que vous allez acheter dans une grande surface. Donc, quelle est la cohérence en fait, d'acheter cette mangue sous plastique ? D'un point de vue écologique, bien évidemment, il n'y en a pas. Mais ça nous crée une forme de confiance, en fait, de bonne conscience, qui fait qu'on va se dire, bon, bah, ça sera toujours mieux que de prendre le même aliment conventionnel. Et le danger des labels, c'est des labels, je m'entends, au sens des scores qui sont proposés, c'est que c'est un avantage énorme, je pense, pour une partie de la population qui n'a aucune sensibilisation à la nutrition, pas encore. C'est effectivement d'orienter, d'élaguer peut-être l'information, le choix. Mais une fois qu'on a fait ça, ça passe obligatoirement par l'étape de la pédagogie, de l'information. Et pour Yuka, me concernant, moi je ne suis pas intervenu sur le scoring du score, mais justement sur la pédagogie, sur la fourniture de données, d'articles, etc. Parce que je trouve que c'est ce qui est finalement vertueux dans ce schéma-là, c'est qu'on est venu, quand je dis on, c'est quels que soient les labels, en fait, au niveau des fonctionnements, on est venu capter en fait, des personnes qui ne seraient jamais intéressées à la nutrition. Et le Nutri-Score ou Yuka ou Nova, on peut discuter d'un certain nombre de labels. Donc ça, c'est positif. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on engrange derrière ? Et là, pour moi, l'information, elle est essentielle, quoi. Oui. Juste, et puis parfois, on se fait un peu des nœuds au cerveau. Alors moi, je suis pas nutritionniste, j'apprends... Mais tu manges quand même 3 fois par jour. 3 fois par jour, et bio, en plus. Enfin, sauf quand je suis à l'extérieur. C'est ça qui est compliqué. Et local. Et local. On a beaucoup travaillé sur... Ça doit être moi qui ai un problème, c'est pas le micro. Vraiment le pencher, ouais.
On a beaucoup travaillé sur l'ultra-transformation. Vous avez entendu parler des sels nitrités dans les charcuteries, etc. Donc, bon, voilà, dans nos magasins, il n'y a plus de sels nitrités dans les charcuteries. Et j'ai discuté avec les équipes qui travaillaient sur ces sujets-là, un peu expertes. Et on a beaucoup travaillé aussi avec Anthony Fardet sur ces sujets-là, avec SIGA. Feu SIGA maintenant. Et la chose, c'était de dire, lisez les ingrédients. Si dans les ingrédients, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas avoir dans vos placards, c'est que c'est ultra transformé. Donc, quand vous lisez phosphate, pectine, sel nitrité, bon, moi, j'en ai pas dans les placards, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas si c'est de la poudre, du liquide, je n'en sais rien. Donc, c'est un produit ultra transformé. Et donc, effectivement, transformé. Alors après, il y a les machin, etc. Donc là, c'est plus loin et vous ne trouverez pas ça certainement dans les magasins bio. Mais déjà, ça permet de se poser des questions. On va aller vers la conclusion, la dernière partie consacrée aux solutions, aux recherches de solutions. Puisqu'on le voit finalement, la malbouffe est une maladie civilisationnelle qui témoigne de notre perte de bon sens et qui, d'une certaine manière, est aussi facile à rattraper au niveau individuel. Mais on voit que le problème se situe au niveau politique et que là, le travail est immense pour savoir par quel bout prendre les choses. Alors Pierrick, tu proposes en fin d'ouvrage et assez rapidement l'idée d'une sécurité sociale alimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment sur la façon dont cela permettrait d'orienter l'acte d'achat vers le vertueux et le bio? En fait, il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui qui réfléchissent à la question d'un droit universel à l'alimentation. Et logiquement, tout le monde devrait avoir accès à une alimentation durable. Ça fait partie de notre constitution. Mais ce n'est pas le cas. On voit bien qu'on surproduit, on jette 30% et on donne nos restes aux plus démunis. En gros, notre système est fait comme ça et on colmate. Donc il y a des structures qui naissent pour ne pas jeter, il y a des structures qui naissent pour récupérer, ramener, il y a des déductions fiscales pour les... Mais on ne remet pas en cause complètement ce système-là. Et en plus de ça, on est dans un système alimentaire qui est au cœur du réacteur global de notre système mondial, avec les lobbies les plus puissants qui convergent vers ce monde-là. C'est-à-dire qu'on a la chimie, la santé, l'agroalimentaire, le sucre, enfin voilà, on sent qu'il y a quelque chose là. Et donc, il faudra arriver à détecter tout ça. Effectivement, que naisse sur les territoires une réappropriation par les populations, les gens, par chacun d'entre nous, de notre alimentation, de ce qu'elle représente. Et ensuite, sur cette base-là, de construire, et il y a déjà des réflexions assez poussées qui existent sur ce sujet-là, au même titre que la sécurité sociale de la santé, une sécurité sociale de l'alimentation, donc avec une cotisation sociale, cotisation alimentaire, sur nos salaires en fonction de nos moyens. Et chaque Français recevrait chaque mois 150 € pour pouvoir se nourrir. Et il y aurait des caisses alimentaires localisées, le plus local possible, justement pour dépasser les lobbies, parce que si c'est national, après on se retrouve avec Bruxelles où les lobbies vont faire leurs œuvres, et donc de flécher cet argent-là vers du végétal, du local, du durable, du produit brut. Enfin voilà. Ensuite, chaque caisse aurait entre ses mains un fléchage. Et là, on résout énormément de problèmes, déjà d'accès à une alimentation durable. La moitié de l'alimentation passerait par ce dispositif-là, selon les calculs. C'est-à-dire que ça ferait la moitié. Et donc, on transformerait aussi l'industrie, l'agro-industrie, l'agriculture. On pourrait réorienter carrément l'ensemble de l'agriculture. Enfin, voilà. Donc, on est aux prémices de ce sujet-là. Ça peut faire un peu peur parce qu'il va payer, etc. En tout cas, on paye déjà. Voilà, on paye déjà, et donc il faut que ça chemine un petit peu politiquement, culturellement, et que surtout il y ait l'émergence que ce sujet soit vraiment, qu'on ait une prise de conscience que ce sujet est au cœur du réacteur, quoi. C'est vraiment, si on résout ça, on résout beaucoup de problèmes des Français. Merci. Anthony, donc on a vu à travers Yuka et d'autres qu'il est possible de changer un peu les choses. Un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la viande, et c'est assez révélateur. Je crois que la consommation de viande est repartie à la hausse, et en fait, ce que tu décris très bien, c'est la difficulté à changer nos habitudes, parce que manger,
Finalement, c'est quelque chose, c'est un héritage culturel très ancré en nous. Et alors, on a eu l'impression que ça bougeait avec la baisse de la consommation de viande, et finalement non, pas tant que ça. Enfin voilà, comment on fait changer les consciences de fond? Ça, c'est un grand sujet. Je ne pense pas que j'aurai la réponse en tant que telle, mais effectivement, sur la viande, on sait. Alors, en fonction des pays, c'est variable, mais on voit qu'il y a une baisse globalement de consommation de viande brute en tant que telle, mais on a une augmentation des aliments transformés qui contiennent justement des produits dérivés animaux. Ou dans le monde vegan, on va être exactement, au végétal, on va être dans la même problématique, c'est-à-dire que on va vous dire de manger végétal, mais vous allez acheter des nuggets végétaux, des saucisses de soja végétales, et forcément végétales, mais en tout cas des saucisses végétales ou autres. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est tant qu'on n'a pas une éducation, une information. Je crois que c'est la base, et on a beaucoup de publications qui vont dans ce sens, y compris chez les jeunes enfants. C'est-à-dire que quand on répète le fait de présenter des aliments à des enfants, même sans bien sûr les forcer à manger quoi que ce soit, mais leur expliquer en fait d'où vient cet aliment, quels sont les effets sur la santé, et d'être dans du mimétisme, c'est-à-dire de soi-même consommer les aliments que vous allez proposer à vos enfants, parce que si vous leur dites de manger des haricots verts et des carottes, mais que vous êtes devant le frigo en train de manger un morceau de saucisson debout ou de fromage, j'ai rien contre l'un ou l'autre, mais on n'est pas cohérent. Et ça, c'est important parce que on a tendance effectivement finalement à déléguer l'éducation alimentaire à l'école parfois, même si elle est peu existante, mais on ne s'approprie pas en tant que parent, alors je parle en tant que parent parce que moi j'ai 3 enfants, ce rôle d'éducation alimentaire qui est pourtant essentiel. Alors sur la question de la viande, effectivement on a un rapport Eat-Lancet qui est sorti il y a 4 ans maintenant, qui a été actualisé il y a quelques mois, d'un consensus d'experts qui vise à proposer un modèle résilient autant sur la partie écologique que la partie nutritionnelle. Et ce que nous dit ce rapport, c'est que sur la consommation de viande rouge et notamment de bovin, on est sur une orientation pour limiter de dépasser la biocapacité d'une portion de viande tous les 9 à 10 jours. Et donc quand vous voyez qu'on a du mal déjà à diminuer à 1 fois par jour pour certains, oui. Oui, et dans les cantines, on en parlait tout à l'heure. Oui, et effectivement, je donnais cet exemple. La plupart des enfants mangent tous les jours de la viande à la cantine, c'est quand même aberrant. Et alors, on peut se dire, et c'est très bien, on va proposer 1 fois par semaine des plats uniquement végétaux, mais ce que nous disent, non pas les données françaises, parce que c'est quelque chose d'assez récent, mais en Europe du Nord, on a eu notamment plusieurs études qui nous montrent que le niveau de gaspillage alimentaire dans les jours où vous aviez des produits uniquement végétaux augmentait, tout simplement, parce que si vous n'expliquez pas pourquoi vous avez une démarche végétale, vous allez finalement avoir une augmentation des déchets. Et ce qui était intéressant, je pense notamment à une étude, c'est que, j'ai plus les chiffres exacts, mais on était sur une vingtaine ou trentaine de pourcents pour les maternelles, à peu près à 50-60% pour les primaires, et au collège, pardon. Oui, c'était primaire, collège, si je ne dis pas de bêtises, et lycée, on était à plus de 70%. Donc en fait, plus on avait une autonomie alimentaire dans le choix, et plus il y avait de gaspillage, parce que les gens, dans l'occurrence les enfants, n'adhéraient pas tout simplement à un produit végétal dès lors que ça sortait de leurs habitudes. Donc j'en reviens encore et toujours, pour moi, à l'éducation et à l'information. Et juste pour terminer, sur ce rapport Eat-Lancet, par rapport à ce que tu indiquais tout à l'heure, sur le côté économique, ce qu'il nous dit, c'est que dès lors, tant qu'on n'aura pas en fait, de gouvernance indépendante d'un système politique et d'un système économique, on sera forcément biaisé dans les recommandations nutritionnelles. Aujourd'hui, quand on prend chaque pays dans le monde, on a 4 pays qui ont intégré les enjeux écologiques dans les recommandations nutritionnelles. Pas forcément de manière... Alors, il y a de mémoire la Suède, il y a le Qatar. Donc, c'est pour ça que j'allais dire que c'est pas du tout une notion qui est suffisante. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire attention que ça va être associé à une bonne politique. Et puis, j'ai plus le nom des autres. Non, je crois pas. Non, j'ai plus en tête. Mais en tout cas, je me rappelle qu'il n'y en avait que 4. Parce que, en fait, on isole ces priorités. C'est-à-dire que d'un côté, on a des priorités écologiques, et vous les entendez tous les jours. De l'autre côté, on a des priorités nutritionnelles, mais on n'a pas une vision globale. Et le GIEC nous donne à peu près les mêmes chiffres en termes de consommation de produits animaux ou autres, mais on voit tant que ce n'est pas associé à une vraie sensibilisation, on n'est pas forcément efficace à ce niveau-là. Donc, il y a
et je vais même être utopiste, idéaliste, c'est par rapport à ce que tu disais, se pose la question de la spéculation alimentaire. C'est-à-dire que là, il y a un droit à l'alimentation avec une sécurité sociale alimentaire, mais vous ne vous posez pas la question aujourd'hui de savoir combien vous allez payer le litre d'air que vous êtes en train de respirer. Et heureusement, et c'est normal. C'est un principe vital. On a besoin d'air pour respirer. On a besoin d'eau pour vivre. Pourtant, l'eau, depuis 2-3 ans, est désormais aussi soumise à la spéculation. C'est-à-dire qu'on a des marchés à terme sur l'eau. Donc on va avoir une inflation grandissante sur une disponibilité qui, elle, diminue à l'échelle des pays. En quoi un accès à l'eau est moins légitime, gratuit je parle, qu'un accès à l'air? Bien sûr, vous vivrez moins longtemps sans air que sans eau, mais si vous vivez à un moment donné sans eau, vous n'allez pas vivre éternellement. Et l'alimentation, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a instauré tout un système de spéculation, on est venu intégrer des logiques financières, tout simplement, dans des disponibilités de matières premières qui ont forcément une influence sur les accès à l'alimentation. Aujourd'hui, vous avez plus de 850 millions de personnes qui sont dénutries dans le monde, vous avez plus de 2,1 milliards de personnes qui sont en état de carence nutritionnelle. Pour autant, d'un point de vue de la biocapacité, on peut nourrir l'ensemble des populations sur la planète. C'est un problème d'accès et de répartition qui est guidé forcément par des enjeux économiques. Donc de se dire, est-ce que, et puis j'en terminerai par là, est-ce que finalement ce n'est pas un droit fondamental que de manger, tout autant que de boire ou que de respirer? On peut se poser la question. Mais là, on n'est pas dans un changement de paradigme, on est dans une révolution sociétale, mais la question est légitime en fait, en soi. Merci à tous les deux. On a fait le tour du sujet. On voit que c'est à la fois très simple et très compliqué. On va donner la parole à la salle en espérant que vous ayez envie de profiter de la présence de ces deux intervenants de qualité pour leur poser les questions qui vous taraudent. Oui, on a une question au 3e rang à droite. Monsieur. Bonjour. Déjà, merci pour cette conférence, c'était hyper intéressant. J'ai une problématique quand je vais faire mes courses, peut-être la même problématique pour certains, surtout pour le bio. La première, c'est, vous parliez, Anthony, le bio, il y a moins de pesticides, ça veut dire qu'il y en a toujours un petit peu dedans. Donc en fait, est-ce que ces pesticides qui restent encore sur les produits bio, ils sont nocifs pour la santé? Parce qu'on peut développer des maladies chroniques avec ce petit restant de pesticides. Et la deuxième problématique, c'est que, est-ce que dans les produits bio, c'est des produits ultra transformés? Ou alors, est-ce que ça n'existe pas? Parce qu'on a entendu qu'il y avait moins d'additifs, mais est-ce que ça reste des produits transformés, ultra transformés? Voilà. C'est un peu les deux problématiques que je me pose quand je vais faire mes courses. Ouais. Oui, les pesticides qui vont être résiduels dans une alimentation bio peut être problématique, peut même être plus problématique que les 75% restants. En fait, tout simplement parce que c'est lié à l'environnement direct de la culture ou de l'élevage si on parle de produits animaux, et parfois avec alors on peut parler de dioxines, de PCB, etc., des composés qui vont persister très longtemps dans l'environnement. Donc c'est pas parce que le paysan, l'agriculteur n'utilise plus d'intrants chimiques qu'il n'y est plus exposé, soit à l'air et surtout dans ses sols. Oui, ça peut être problématique, comme on peut avoir, et c'est bien connu sur l'histoire de la bouillie bordelaise qui a été fortement utilisée, qui l'est toujours. Aujourd'hui, on se retrouve avec des problématiques d'excès de cuivre plasmatique chez des personnes qui parfois mangent bio, parce que cette bouillie bordelaise a été utilisée en substitution de conventionnelle, mais parfois de manière inadaptée, comme pouvaient le faire les vignerons historiquement ou des personnes qui maîtrisaient en fait davantage cet usage. Donc voilà, ça c'est le premier aspect. Et pour le deuxième, on y a répondu tout à l'heure. Oui, vous pouvez avoir des aliments ultra transformés et qui sont bio. Vous avez même des bonbons bio. Voilà, je ne vais pas citer de marque, vous en trouverez partout, en magasin bio ou ailleurs. Il faut vous dire une chose, c'est que le label bio n'a aucun critère lié à la qualité nutritionnelle. Donc vous pouvez faire un très bon aliment bio et un produit de piètre qualité nutritionnelle en bio. Donc en fait, quand vous allez dans les rayons d'un magasin bio, vous pouvez trouver autant de produits transformés. Simplement, vous avez cet effet, entre guillemets, pervers, de bonne conscience, de vous dire, OK, il est bio, donc je peux manger mon paquet de Choc-à-Pic bio. Et il ne s'agit pas de diaboliser Choc-à-Pic. Parce non, mais il va falloir quand même que Pierre réponde, parce que la parole est à la défense.
c'est pas forcément une question de défense, parce que effectivement le sujet est que la bio est un cahier des charges de moyens, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Donc, et c'est toute la complexité de la situation dans laquelle on est. C'est qu'en gros, on vit sur une planète polluée et on demande à la bio d'être parfaite. Et donc moi, ce que je réponds à ça, c'est qu'on parlait, il y a même les contaminations en rayon, donc vous ne trouverez pas dans les magasins spécialisés, mais quand vous avez des produits bio à côté de produits non bio en rayon, notamment les fruits et légumes dans la grande distribution, bah oui, peut-être qu'il peut y avoir un peu de contamination croisée, etc. Et donc, après, chaque enseigne, chaque structure défend les choses. Donc nous, on fait des contrôles avant que ça arrive. Donc on limite au maximum la contamination possible. Et donc, logiquement, on n'est pas très loin des 100%. Mais en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le bio, c'est pas parfait, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le défends. C'est-à-dire que, effectivement, c'est parfait, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Dans le livre, je prends l'exemple du saumon. Je vais prendre l'exemple du saumon parce qu'on a eu beaucoup de difficultés là-dessus dans le bio. C'est-à-dire que les saumons bio ont plus d'acide gras, de matières grasses. Ils sont meilleurs, en gros, dans la manière dont ils sont élevés et nourris. Ils viennent de Norvège ou pas? Alors nous, on n'a pas la Norvège. On a supprimé la Norvège assez rapidement. Mais en tout cas, il y a des conditions d'élevage, etc. Mais globalement... Et le problème, c'est que les métaux lourds se logent dans le gras des poissons. Et donc, on s'est retrouvé avec des analyses où le poisson est meilleur pour la santé, etc. Mais il capte de l'océan ou de la mer plus de métaux lourds, et donc il y a une concentration plus importante. C'est complexe, en fait. C'est complexe. Donc, on arrête de faire du bio, puis on dit c'est pas grave. Et donc, tout le sujet, c'est comment on compare. C'est-à-dire que prendre cet angle-là et dire la bio n'est pas parfaite, ok, et donc on voit effectivement de plus en plus d'articles, de reportages sur mais oui, mais la bio vous ment, etc. Non, en fait, la bio, elle fait de son mieux dans un monde dans lequel elle est. Il y a des paysans qui sont motivés, mobilisés, qui défendent un cahier des charges. Elle doit certainement aller plus loin, notamment dans des enjeux de résultats. Donc effectivement, aller sur ces sujets d'ultra-transformation, aller sur ces sujets concrètement de résultats. Mais en fait, il faut le prendre à l'envers. J'avais envie de dire merde alors, mettons des labels sur le conventionnel en fait. Ouais. Et démontrons que le conventionnel, c'est 100% de pesticides résiduels, voilà, et que c'est 100% de risque OGM, c'est 100% de tout ce qu'on veut. Merci. Et donc, voilà, je le prendrai dans l'autre sens. Merci. Il y a des questions qui arrivent. Madame au premier rang et madame derrière. Je ne sais pas dans quel ordre. La première qui a un micro. Alors, ça va être vous. Bonjour, merci. Je suis désolée parce que j'ai loupé le début, donc j'espère que ce que je vais demander, vous ne l'avez pas déjà dit. Donc voilà, vraiment désolée pour ça. Je rebondis vraiment sur ce que vous venez de dire concernant les autres méthodes agricoles et surtout sur le label HVE qui justement amène une réflexion parce que ça rajoute encore un label. Ça rajoute aussi, pour moi, un flou artistique encore dans l'information qu'on peut donner aux consommateurs. Et je pense que... j'aimerais avoir votre avis là-dessus. On va expliquer d'abord ce que c'est que le label HVE. J'y vais, oui. Le label, c'est le label haute valeur environnementale. Donc, de manière très simple, je crois qu'il y a 3 niveaux. Je suis sûr, il y a 3 niveaux. Et le niveau 3 est une grille de... c'est de la déclaration. C'est de l'autodéclaration. Il n'y a pas de contrôle, etc. Donc, vous voyez où je veux en venir. En fait, c'est la continuité. Je vais reprocher de... HVE est dans la continuité de l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire que c'est une construction de l'agriculture conventionnelle donnée comme dans une logique de progrès. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire de se dire, oui, tout le monde ne peut pas être bio tout de suite, ou tout le monde n'a pas envie d'aller vers le bio, mais par contre,
on doit s'engager vers la réduction des pesticides et que de toute façon, à 2050, on n'utilisera plus de pesticides chimiques. Il faudra s'en passer et que c'est inéluctable et qu'on va devoir avancer dans cette direction-là. Et donc, c'est construit un peu comme ça. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'il y a un mensonge. C'est une escroquerie, hein. C'est-à-dire que le calcul notamment des pesticides, c'est le volume en valeur, la valeur d'achat d'intrants chimiques par rapport au chiffre d'affaires. Et donc il faut réduire, voilà. Et donc c'est pour ça que vous voyez énormément de vignerons à poser HVE sur leurs bouteilles, parce qu'en fait il n'y a aucun changement de comportement nécessaire pour obtenir ce label-là. Et ce qui me dérange le plus, c'est que ça devient un label consommateur. Et donc que derrière, les gens se retrouvent dans les rayons avec haute valeur environnementale bio. Effectivement, haute valeur environnementale sera moins chère parce qu'il n'y a pas d'engagement hyper précis là-dedans, il n'y a pas de changement de comportement. Et là, ça devient un problème parce que ça veut dire que c'est poussé politiquement et qu'effectivement, on a un gouvernement qui a poussé HVE pour déstabiliser l'agriculture biologique. Moi, je ne vois pas d'autre chose. C'est-à-dire que dans la loi Egalim qui pousse à aller vers plus de local, plus de bio, le label HVE est mis au même niveau que le bio, avec des engagements différents. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est complètement ubuesque. C'est-à-dire qu'on a le label qui doit nous permettre en grande partie d'engager la transition, et pas seul, hein. Il y a plein d'autres choses que le bio, hein. Je ne défends pas que ça. Mais on le cantonne à un segment de marché, on dit c'est pour les bobos, c'est pour les riches, nous, on va s'occuper de ça. Et surtout, ne remettons pas en question le modèle productiviste, parce que le label bio est aussi une alternative à ça. On veut changer le modèle agricole. Évidemment que beaucoup ne veulent pas le changer, et donc HVE est une manière de résister à la transition et au changement. Voilà comment Anthony, tu es d'accord avec ça? Rends-lui le micro. Oui, sur la pertinence, effectivement. Et de toute façon, c'est le problème des labels autodéclaratifs. Et on peut parler du commerce équitable, on peut parler d'autres aspects que le bio ou la partie nutritionnelle. Donc, et d'ailleurs, c'est une des questions du bio, de se dire est-ce que le bio est véritablement bio? Ce qui en fait sa valeur, en tout cas en France, parce que c'est variable en fonction des pays, c'est l'audit, c'est-à-dire la vérification en fait, de la mise en place du cahier des charges, qui encore une fois n'est qu'une obligation de moyens et non pas de résultats. Mais au moins, on a un système de vérification qui fait qu'on limite les risques de fraude ou autre si on utilise des mots forts, et on voit que les fréquences de contrôle, par exemple, non planifiées, voilà, je cherche mon terme, sont très variables en fonction des pays. Donc même dans le label bio, on a des problématiques effectivement de niveau de fiabilité en fait de l'audit et de l'organisme qui va auditer. Alors en France, c'est très bien fait. Dans d'autres pays, seuls les moins, même si à la base, le cahier des charges répond sur le papier à quelque chose de cohérent. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté gouvernance, c'est-à-dire que dès qu'on reste dans un système qui est économique, de toute façon, il y aura un biais. Donc là, pour le coup, on est dans un élément qui est très largement économique, au sens où, effectivement, ce n'est pas soumis à un organe de contrôle indépendant. Donc le risque de dérive derrière est d'autant plus fort, quoi. On va prendre une dernière question de Madame Devant, sauf s'il y en avait d'autres. Alors, 2 dernières questions et on arrête parce que c'est l'heure. Merci. C'est pas une question, c'est une requête. C'est une requête pour vous. Je m'étonne toujours autant dans vos magasins de trouver des produits qui contiennent autant de sucre et autant de sucre caché dans des produits où il me semble qu'il n'y en ait pas besoin. Donc c'est une requête, si elle est possible. Un exemple de produit? Beaucoup de tomates, une sauce tomate toute simple, pulpe de tomate dans laquelle on trouve du sucre, du jambon dans lequel on trouve du sucre, la bière dans laquelle il y a beaucoup de bières vendues avec du sucre, alors qu'on en trouve parallèlement sans sucre. Enfin, je veux dire, ils ne le revendiquent pas. Hein. C'est quand même une question. Mais il me semble que ça faisait partie d'un des chapitres du livre du monsieur qui n'est pas là, tous les sucres, et les sucres cachés. Et on parle d'éducation. Moi, il me semble important que dans l'éducation qu'on a avec nos enfants, on les apprenne à ne pas être dépendants de ces sucres et ces sucres cachés dans la nourriture. Tout à fait. Et qui a un impact sur leur comportement alimentaire après. Donc, dans vos magasins, j'aimerais bien trouver des choses où il n'y ait pas de sucre quand il me semble qu'il n'y en a pas besoin. C'est une très bonne question. En fait, là, moi, je vais déplacer un peu le sujet parce qu'effectivement, il y a l'aspect nutritionnel et puis il y a l'aspect
de notre capacité à accueillir aussi des clients. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple du sucre parce que, évidemment, je ne sais pas de quelle sauce tomate vous parlez. J'irai regarder dans les rayons. J'ai du mal à voir aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une question d'affichage, effectivement, de dire sans sucre, sans sel, etc. peut-être. Et aussi, on me pose beaucoup la question du surgelé, des frites surgelées. Pourquoi avoir des produits comme ça ? Et là, il y a une question un petit peu de stratégie aussi d'ouverture. Moi, quand je suis arrivé, donc je suis arrivé chez Biocoop en 2009 comme responsable du magasin Danone. C'était une association de consommateurs, etc. Je n'avais pas le droit, j'avais pas le droit. On s'interdisait de vendre des pâtes blanches, du pain blanc. Voilà, il y avait un aspect très intéressant, mais très radical. Et donc, effectivement, les nouveaux clients, ils arrivaient, ils disaient « Oh là là, du pain complet. Oui, ça se garde une semaine, vous êtes tranquille. » Voilà. Et donc, on en est là. Alors, peut-être effectivement, il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Non, mais je ne parle pas du sucre, mais en général, c'est comment... Je vous invite à poursuivre la discussion Après. au magasin Danone avec Pierrick Deronne. On m'a dit que la discussion était terminée, donc je suis désolée, on ne va pas prendre la dernière question, mais vous pouvez les retrouver autour de leur table d'auteurs dans le salon des auteurs à côté et bien sûr, acheter leurs livres. Merci à toutes et tous pour votre participation.